Comme vous le savez probablement, Guy Oslos est un thérapeute d'exception, un pionnier, une véritable référence en ce qui concerne la thérapie familiale et plus particulièrement dans le champ de l'approche systémique. Il est notamment l'auteur d'un ouvrage de référence qui s'appelle La compétence des familles. Guy Oslos nous a malheureusement quittés le 27 avril de cette année, 2023, mais grâce à tout le travail du village systémique et plus particulièrement de Marc Donte, j'ai pu récupérer des enregistrements de Guy Oslos que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors ça m'a demandé vraiment d'aller chercher du matériel, de me renseigner sur la manière de pouvoir extraire ce contenu qui était dans un format mini DV, donc vraiment un truc qu'on trouve plus du tout aujourd'hui, pour pouvoir le transcrire dans un format numérique dans la meilleure qualité possible et ensuite faire un traitement de toutes ces données, que ce soit en termes de vidéo ou en termes de son, pour que ce soit le plus qualitatif possible pour vous. Donc voilà, un immense merci à Marc Donte et au village systémique de nous permettre d'aller à la rencontre de cet immense maître de la thérapie. Alors ça fait bientôt 40 ans, c'était en 71, que j'ai fait mon premier stage en pédopsychiatrie et l'assistante sociale de l'équipe revenait d'Angleterre où elle avait vu qu'on commençait systématiquement les consultations par un entretien familial. Fait qu'elle m'a dit, j'étais le seul homme de l'équipe et il faisait ça en couple, donc tout à fait par hasard que je suis tombé là-dedans, bien que ça me semblait tout à fait logique. En pédopsychiatrie, je me disais c'est normal de rencontrer la famille. Alors c'est comme ça que ça a commencé, puis Juliana Prata avait été juste avant moi dans la même équipe, ce qui fait qu'on est allé à Milan, ce qui fait que j'ai entendu parler de l'école de Palo Alto, le livre de Václavé qui a été traduit. Puis j'allais un peu partout quand je voyais qu'il y avait une réunion. Donc j'étais en Angleterre, j'étais en Hollande, j'étais en Belgique, avec Pierre Fontaine qui vivait en Belgique à ce moment-là, était un des pionniers. Et j'ai fait des stages avec les gens de l'école de Milan, avec Bossormini Nagy, avec GLA, Minouchine. Et c'est comme ça que je me suis un peu formé sur le tas, que j'ai créé un groupe à Genève, un groupe de réflexion en 74, où on lisait les papiers qu'on pouvait trouver. Parce qu'il y avait Luc Kaufmann en Suisse qui avait ramené un certain nombre de documents d'un voyage d'études qu'il avait fait aux États-Unis. Et en 77, j'ai commencé alors une première formation en thérapie familiale à Genève avec Rinaldo Perron et André Montonnet. Et puis c'est un peu ça mon histoire. Parce que plus j'avançais, plus j'étais persuadé que l'outil systémique était plus riche que l'outil psychanalytique qui, à l'époque, était tout à fait dominant, mais qui ne pouvait s'appliquer qu'à une clientèle assez restreinte. Mais j'avais aussi, parallèlement, je me formais à la psychanalyse et je l'ai abandonné définitivement en 78. Alors, étonnamment, c'est pas un systémicien, c'est un psychiatre, Albert Demaret, de Liège. J'ai fait 6 mois de début de ma formation à Liège, et Albert Demaret était un éthologue, en plus d'être psychiatre, et la façon dont il rencontrait les gens et la façon dont il nous formait, je pense que ça a été une marque indélébile. Pour reprendre des termes mythologiques, c'était l'imprinting, d'établir une relation avec la personne qu'on rencontre, d'observer comment elle se comportait. Donc, c'était bien avant la systémique, mais je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué. Et donc Albert Demaret n'a jamais participé au mouvement systémique, mais il a écrit un livre qui est malheureusement trop peu connu et qui s'appelait Éthologie et psychiatrie.
Puis c'est intéressant de voir que quelqu'un comme Boris Cyrulnik a eu le même cheminement, partant de l'éthologie pour arriver progressivement à ce qu'il a pu écrire sur la résilience, qui évidemment est une notion qui cadre très bien avec l'approche systémique. Quand j'allais à un séminaire avec Minuchin, c'est intéressant ce qu'il fait, mais moi je ne ferai jamais comme lui. Puis, Oskolo Etcheklin, Juliana Prata, chez qui j'étais en supervision, intéressant, ça m'a apporté, c'est pas comme ça que je vais travailler. Et tranquillement, pas vite, comme on dit au Québec, j'ai développé ma façon d'intervenir. Et c'est surtout les gens que je formais, à qui je présentais des vidéos, qui me disaient « Pourquoi là, ils ont amené un problème et c'est pas ça que tu as travaillé ?» Et non, parce que si c'est un problème, je ne vois pas ce qu'on peut en faire. Moi, je préfère travailler avec ce que les gens savent faire plutôt que de travailler avec ce qu'ils ne savent pas faire. Et c'est progressivement que j'ai commencé à réaliser que je faisais autre chose. Mais il n'y a pas eu un moment, un déclic. Bon, je m'en explique un peu dans mon livre. Il y a eu de l'humour, il y a eu des lectures, il y a eu Michel Foucault, etc., Brotherton, mais il n'y a pas eu un jour où je me suis dit, tiens, je vais changer ma façon d'intervenir. Bon, j'ai trouvé là des gens qui me donnaient des bases pour intervenir, et Jean-Claude Benoît me harcelait pour que j'écrive un livre, et j'ai fini par rassembler certains articles que j'avais écrits qui me semblaient importants. Et je l'ai appelé La compétence des familles parce que je voulais un titre qui, pour une fois, ne parle pas de familles problématiques, de familles dysfonctionnelles, de conflits dans les familles. Je voulais dire, il y a aussi de la compétence. Des ressources présentes. Des compétences. Il y a de la compétence dans toutes les familles. Et c'est intéressant parce que juste après que j'ai sorti mon livre, j'ai été invité à l'état de colloque où on disait la compétence des familles est une utopie. Et les gens, parfois, me disaient, je ne sais pas quelle famille vous rencontrez, moi je ne rencontre que des familles incompétentes. Les gens dans la salle nous demandaient des questions. Et je disais, toutes les familles ont de la compétence, autrement ils ne vivraient plus. Mais il faut la chercher activement. Et ces derniers temps, je reparle beaucoup du fait que, en fait, nous ne rencontrons jamais la personne que nous rencontrons. Nous rencontrons la représentation que nous nous faisons de la personne. Et elle ne nous rencontre pas. Elle rencontre la représentation que qu'elle se fait de nous-mêmes. Ça me semble important dans la mesure où j'y vois une dimension éthique. Je suis responsable de la représentation que je me fais de l'autre. Si je me fais la représentation qu'en face de moi, j'ai une mère castratrice et un père violent, me donne pas très envie de travailler avec ces gens-là. Mais si je me dis que c'est une femme qui est touchante et que cet homme cache une sensibilité, ça me donne beaucoup plus envie de travailler avec eux. Donc je vais aller chercher, est-ce que derrière sa violence, est-ce qu'il y a de la sensibilité ? Est-ce que derrière son autoritarisme, il y a de la sensibilité, il y a une attention? Et quand on cherche, on trouve la compétence. Oui, et ça c'est assez amusant parce que un jour j'étais au Portugal et la jeune femme qui me traduisait, qui était étudiante en psychologie à Paris et qui parlait parfaitement français et parfaitement portugais, je parle d'apprivoisement. Elle m'arrête et elle dit je ne peux pas traduire, il n'y a pas de mot en portugais. Et bon, et comment est-ce que ça a été traduit pour Le Petit Prince? Et en cherchant, ils ont dit cativar, donc captiver. Mais c'est pas le même sens qu'apprivoiser. Mais en portugais, on dit que
tu es responsable pour toujours de celui que tu as captivé. Et je me suis dit, tiens, intéressant, ça n'existe pas en portugais. Puis j'ai vérifié en espagnol, en italien, en allemand, en irlandais. En irlandais, c'est temen. Mais temen, c'est aussi dompter et dresser. En anglais, c'est to tame. On ne peut pas dire you have to tame the family. Parce qu'on ne peut pas dresser, dompter une famille. Et c'est pour ça qu'ils ont utilisé le mot joining, parce qu'ils n'avaient pas le mot apprivoiser. Alors que en français, on a l'équipe de Paris a proposé affiliation. Je n'aime pas ce mot-là. Je ne veux pas que la famille s'affilie à moi, entre dans ma filiation. Non. Alliance, c'est ambigu. Joining. Et alors, joining, oui. Mais je trouve qu'en français, on a ce splendide mot apprivoisement. Tout à fait. Parce que l'apprivoisement, c'est une danse. Alors que faire alliance, ça pourrait être contre quelqu'un, on n'est jamais très sûr. Joining, oui, ça rejoindre, mais c'est intraduisible. Alors, je suis pour l'apprivoisement. Une très belle petite histoire. Ma belle-sœur a voulu apprivoiser un raton laveur. Les ratons laveurs, ça, c'est ces petits animaux qui ont les lunettes de bandits. Et puis, ça a pris à peu près 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, le raton laveur est venu manger la carotte qu'elle tendait à la main. Et le lendemain, elle a amené ses 3 petits pour les montrer. Je trouve que c'est une métaphore splendide, parce que très souvent, on aborde d'abord les enfants, et puis la mère et le père. Si vous faites ça avec un ours, vous risquez d'être sauvagement attaqué. C'est donc normal qu'un certain nombre de familles attaquent sauvagement, parce qu'on s'est précipité d'abord sur les enfants. Il faudrait d'abord apprivoiser les parents. Non, parce que de fait, il y avait l'école de Rouen d'Amphi. J'avais travaillé aussi avec Anna Maria Nicolo, Carmine Sacco. Non, c'est pas mon style. Je ne suis pas comme ça dans la... Mon équation personnelle ne comprend pas la provocation, donc je n'ai jamais utilisé. Mais elle est plutôt marginale. En fait, il y a 20 ans, j'étais présent à la séance de fondation de l'EFTA, bien que j'étais déjà au Québec, mais comme je connais son et que j'ai fait longtemps que j'étais ami de Jacques Lemaquers, et qu'on avait souvent discuté de l'importance de créer une association européenne. J'avais aussi organisé les premiers congrès de Lyon avec Yves Collard. Enfin, Yves Collard organisait, je suis mais parce que nous pensions que ce mouvement risquait de disparaître s'il n'y avait pas quelque chose de constitutif. Donc j'étais tout à fait favorable à la création de l'EFTA. Je suis très content que 20 ans après, ça existe toujours. J'ai vraiment beaucoup aimé la conférence de Michel Delage, qui a parlé d'une 3e systémique. Et il se fait qu'avec Jean-Paul Gaillard, Francine Free, Roland Kounen, on est en train de créer un petit mouvement qu'on appelle neuro-éco-systémique, parce qu'on a l'impression qu'il faut que la systémique s'approprie les dernières découvertes des neurosciences, ce qui n'a pour le moment pas encore été le cas. Alors j'étais très content quand j'entendais Delage aller exactement dans la même direction. On a mangé ensemble hier, on a encore discuté, parce que je crois que des notions comme l'attachement, l'empathie, la résilience ont à la fois des bases biologiques, mais aussi évidemment relationnelles, et que il est vraiment dommage que ça ne soit pas beaucoup plus utilisé en systémique
qu'on parle d'attachementiste, quand on parle des gens qui s'occupent de l'attachement, pour moi, c'est vraiment un des domaines où la systémique devrait évoluer, vers lequel il devrait évoluer, parce que on rencontre tellement, surtout quand on travaille avec des enfants et des adolescents qui sont pris en charge par la protection de la jeunesse ou qui sont en institution, qui n'ont pas pu constituer un attachement sécure, comme on dit en théorie de l'attachement. Et quand on rencontre ces familles, on voit bien que ce qu'il faudrait pouvoir travailler, c'est comment est-ce qu'on peut développer l'attachement, l'empathie et des possibilités de résilience quand il y a des traumatismes. Dans l'intitulé de ce congrès, il y avait 60 ans de systémique. Je dirais qu'en Europe, c'est 40 ans, 30 ans que ça a commencé à se développer. Et ça s'est surtout développé tant aux États-Unis qu'en Europe, avec des thérapeutes qui faisaient des consultations privées et qui recevaient des familles qui venaient, comme celle qu'on a vue hier, spontanément, en famille, en pensant qu'il y avait un problème qui concernait l'ensemble de la famille. Et c'était donc le plus souvent des familles de la classe moyenne supérieure. Le développement de la systémique s'est surtout fait dans les institutions, en protection de la jeunesse, avec des familles qui n'ont pas ce background, qui ne sont pas de la classe moyenne supérieure, même le plus souvent pas de la classe moyenne. Et je pense que c'est tout à fait satisfaisant et souhaitable que cette évolution continue. Mais même ces familles-là ont changé. Il y a 40 ans, quand on rencontrait une famille, la plupart du temps, les deux parents étaient ensemble et c'était la première fois que... c'était le premier couple. Actuellement, plus de la moitié des enfants, il y a 2 ou 3 couples de parents. Il y a donc là, on n'a plus les familles d'il y a 60 ans. On n'a même plus les familles d'il y a 30 ans. On n'a plus les enfants et les adolescents d'il y a 30 ans. Parce que depuis lors, Internet est arrivé, les portables sont arrivés, Facebook à 5-6 ans. Ça a totalement modifié la position des enfants et des adolescents. Et mon ami Jean-Paul Gaillard a écrit un livre sur les adolescents qu'il appelle « Mutants ». Oui, il y a là une mutation. Ils n'ont plus les mêmes repères que nous. Ni les mêmes modes de communication. Ni les mêmes modes de communication. Et donc, si on veut rester systémique, il faut évidemment adapter notre façon de travailler à cette nouvelle réalité. Parce que la systémique doit tenir compte de l'environnement. Donc, comment on va pouvoir le faire? Je ne le sais pas. Mais je pense que c'est justement le défi pour les jeunes thérapeutes de construire une troisième systémique où je pense que les neurosciences doivent évidemment intervenir, mais aussi les modifications sociologiques et environnementales qui font que une famille ne fonctionne plus comme celle que JL et les fondateurs ont rencontrés. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à écrire vos hommages à ce grand homme dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je vous mettrai un lien vers son ouvrage de référence si jamais vous souhaitez vous le procurer. Et en attendant, avec impatience de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous.